Monsieur Francis Salé, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous rencontrer aujourd'hui. J'aimerais vous présenter au préalable. Vous avez un doctorat de biologie, un doctorat de botanique. Vous avez été prof à l'université de Montpellier. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux ouvrages sur les arbres et sur les plantes. Vous avez été à l'origine d'un projet qui consistait à placer un radeau sur la cime des arbres, un projet merveilleux. Vous êtes à l'origine avec monsieur Luc Jacquet d'un film qui s'appelle Il était une fois la forêt. Il était une forêt. Il était une forêt, oui, pardon. On peut dire que vous avez un palmarès qui est quand même assez fourni. Est-ce que, on voit manifestement que vous êtes un passionné des plantes, des arbres. Est-ce que cette passion, c'est quelque chose que vous aviez dès tout petit ou c'est quelque chose qui est venu en vous au petit à petit à force de côtoyer les plantes? Non, au début, quand j'étais gamin, je m'intéressais aux animaux, comme tous les gamins. Oui. Et même à l'université, j'ai commencé à travailler sur les animaux. Ça marchait bien d'ailleurs, j'aimais bien. Et c'est pas venu petit à petit, c'est venu brutalement. Ah oui. Je me suis trouvé devant une plante et je me suis dit, ça c'est magique. C'est beaucoup plus intéressant que les animaux. Mais ça a été vraiment, Oui. en une seconde, c'était fait. D'accord. Les animaux, maintenant, je les aime bien, mais il faut rigoler. Je ne les prends pas au sérieux. D'accord. Tandis que les plantes, oui. Oui. Mais ça s'est fait après que vous ayez fait vos études ou... Non, pendant mes études. Pendant vos études. Oui. D'accord. J'ai donc changé de direction à l'intérieur de l'université. D'accord. Il y a une phrase de Ponge que j'aime beaucoup. L'animal, c'est l'oral, la plante, c'est l'écrit. D'accord. Ça dit beaucoup de choses en peu de mots. Hein. Oui. Vous avez, entre autres, visité beaucoup d'endroits de la planète. Oui. Parmi tous ces endroits, quels sont ceux qui vous ont le plus impressionné? Ceux dans lesquels peut-être vous avez le plus appris de choses? Je crois que c'est tout simplement ceux où je suis resté le plus longtemps. L'Afrique centrale. Oui. J'y retourne d'ailleurs très bientôt. D'accord. Zaïre, Congo, Gabon. Gabon. Oui. D'accord. Et puis l'Asie du Sud-Est. D'accord. Sud-Est asiatique. Mais j'aime beaucoup l'Amérique du Sud aussi. Enfin, dès qu'il y a une grande forêt équatoriale, si possible primaire, Oui. ça me frappe beaucoup et ça m'intéresse énormément. Oui. Ça vous attire? Ouais. Hein, oui. Oui, je comprends ça. Est-ce que votre regard, depuis que vous avez commencé à étudier les plantes, est-ce que votre regard s'est modifié au fil du temps? Sans aucun doute. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé en vous et qu'est-ce qui a changé dans votre manière de voir ces végétaux qui nous entourent? Ah, je peux vous raconter ça, mais il me faut un petit instant. Oui. Quand je suis sorti de l'université, on nous avait appris que pour identifier une plante, il fallait les fleurs et les fruits. Oui. Donc quand je suis sorti de l'université, j'étais un botaniste linnéen, parce que c'est Linné Oui. qui nous a mis dans la tête qu'il fallait des fleurs et des fruits. Bon, ok, j'étais linnéen. J'arrive en Afrique, je vois mes premières grandes forêts équatoriales. Aucune fleur, aucun fruit. Je me dis, bon Dieu, mais alors on ne peut pas identifier les plantes dans ce pays-là. Et celui qui a débloqué la situation, c'est un chef d'un village africain, un chef baoulé. Je lui ai dit, chef, c'est quoi le grand arbre qu'on voit là-bas? Il me dit, bah, c'est un framiré. Je lui ai dit, mais chef, comment vous savez que c'est un framiré? Vous avez vu ces fleurs? Ça l'a fait rigoler, le gars. Il m'a dit, les fleurs du framiré, mais j'en ai rien à foutre. Il m'a dit, mais tu vois bien que c'est un framiré. D'ailleurs, ça, c'est un abalé, ça, c'est un abéma. Tu vois bien qu'ils ne sont pas pareils. À partir de ce moment-là, je me suis dit qu'on pouvait... D'abord qu'on pouvait être un très bon botaniste, comme l'était ce gars, Oui. sans être linnéen, en se foutant totalement des fleurs et des fruits, Oui. et en étudiant simplement la silhouette de l'arbre. Voilà. D'accord. Dans le fond, encore oui. maintenant, c'est ce que je fais. Oui.
Donc mon regard a changé, en effet. Oui, d'accord. Effectivement. Il y a, de toute façon, quand on vous écoute et quand on lit vos ouvrages, il y a un sentiment très poétique qui s'exhale de ce que vous exposez, qui est assez touchant. Est-ce que c'est un phénomène qui est naturel, qui se manifeste quand on est au contact de la nature, ou alors est-ce que c'est quelque chose qui était déjà en vous et que vous avez trouvé? Attendez, c'est un peu plus compliqué que ça. Quand j'étais jeune scientifique, se faire traiter de poète, c'était une injure. Il y en avait une pire encore, c'était philosophe. Ah. Bon, moi, il se trouve que je suis les deux. Mais quand j'étais jeune chercheur, j'étais obligé de cacher un peu cet aspect-là. Mais maintenant, j'en ai plus rien à foutre. La philosophie et la poésie... Attendez, la philosophie et la poésie, les botanistes en ont besoin. Parce que notre langage scientifique, il est pas mal, moi je l'utilise, mais il a ses limites. Quand on atteint la limite, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête? Moi je ne veux pas m'arrêter, j'embraye sur le langage poétique. Oui, bien sûr. D'ailleurs, j'allais vous poser une question un petit peu plus tard, justement, une question sur ces choses qui semblent peut-être parfois limiter l'observation, c'est-à-dire que si on donne des définitions au préalable, on a tendance à bloquer l'observation par rapport... Les définitions, vous mieux les donner après avoir Vaut mieux les donner avant. après, voilà. Et je crois qu'effectivement, je dirais ce ressentiment poétique qui envahit celui qui observe permet un petit peu parfois d'améliorer la définition ensuite. Mais tout à fait. Moi j'ai beaucoup d'exemples de gens qui ont précédé la botanique par la poésie. Je pense notamment à Paul Valéry, qui était de Sète, tout près d'ici. Il était plutôt mathématicien, cet homme-là, mais il a eu des intuitions poétiques extraordinaires en matière de botanique. Quand il écrit « L'arbre fait voir son temps », au début je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. En fait, il avait une intuition géniale. L'arbre, effectivement, il fait voir son temps. Mais il m'a fallu des années pour comprendre ça. Donc les poètes vont beaucoup plus loin que nous. Ils peuvent se tromper, comme nous aussi. Parfois ils sont précurseurs, comme dirait Jean Ferrat. Là il est précurseur. Voilà, c'est ça. Quand on regarde par contre, je dirais la relation qui existe maintenant entre nos sociétés et le végétal, je dirais le végétal au préalable, pour englober la totalité de ce qui nous entoure, il y a manifestement un fossé qui est assez important entre ce que vous avez observé, et je crois qu'il est observé déjà depuis un certain nombre d'années, entre justement cette mise en application, la compréhension de ce que sont ces végétaux et la relation que l'homme pourrait avoir avec ceci. On dirait que cette meilleure connaissance du végétal n'est pas prise en compte à l'heure actuelle dans nos sociétés. C'est-à-dire qu'on utilise... pas les mêmes. Oui. On utilise le végétal comme, je dirais, presque un mobilier à prendre et à jeter. Il y a ceux qui ont compris, qui commencent à comprendre ce que sont les plantes. Et puis il y a ceux qui ne comprennent pas. Soit qui ne veulent pas, soit qui ne peuvent pas. Ils ne comprennent pas. Donc ils continuent à agir comme on le faisait à l'époque de mes grands-parents. C'est-à-dire qu'on coupe d'abord, on réfléchit après. Ça va venir. Je crois qu'on peut être assez optimiste. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en améliorant un petit peu simplement son regard et sa connaissance sur le végétal en général, est-ce que ça ne peut pas un tout petit peu plus aider les gens à avoir une sensibilité qui leur permettra peut-être d'avoir un peu plus d'égard pour ce qui nous entoure? Si, sans aucun doute. Mais je pense que ça va même peut-être plus loin que ça. Les égards pour les plantes, bien sûr, on les acquiert en les connaissant. Mais un certain équilibre dans la vie, un certain bonheur, je n'hésite pas à utiliser ce mot, ça peut provenir de la fréquentation des plantes. Elles ont un calme et une dignité que les animaux n'ont pas. Et donc, c'est d'excellents modèles pour l'être humain. Oui, c'est vrai que tous les milieux arborés, par exemple, ont tendance à produire en nous un effet calmant. Et beaucoup de gens les recherchent. Le week-end, en général, quand les gens souhaitent un petit peu mettre de calme dans leur vie, ils vont un petit peu plus à la campagne, proche des arbres. Et c'est effectivement quelque chose qui est... Qu'une balade en forêt fasse du bien, nous le savons tous depuis très longtemps. Mais maintenant, voilà que les Japonais nous apprennent que
ils ont compris pourquoi ça faisait du bien. On respire des molécules qui traitent un certain nombre de malaises humains. Et donc le bain de forêt, c'est devenu une vraie médecine au Japon. C'est vrai. C'était de la connaissance empirique et maintenant on sait ce qui se passe. Ouais.